Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Aujourd'hui, nous avons le grand bonheur de recevoir Anne-Clotilde Ziegler, psychothérapeute et autrice du livre Violences psychologiques, physiques et sexuelles, l'emprise, comprendre les mécanismes sans prévenir, en sortir. Donc, dans cet ouvrage, Anne-Clotilde Ziegler explore en profondeur les dynamiques de l'emprise, un phénomène qui touche de nombreuses victimes, souvent sans même qu'elles en aient conscience. À travers cette entrevue, nous allons décrypter avec elle les mécanismes de cette emprise, les liens avec les violences de toutes sortes, mais aussi les moyens de s'en protéger et de s'en libérer. Alors que des récentes affaires médiatiques continuent de secouer notre société, il est crucial de mieux comprendre cette réalité pour sensibiliser et offrir des pistes de soutien aux victimes. Anne-Clotilde Ziegler, après cette longue introduction, je vous dis un grand bonjour et un grand bienvenue sur cette vidéo. Bonjour Émilie, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer à nouveau chez vous sur ce phénomène. Merci d'avoir répondu présente surtout et pour la qualité justement de vos propos, de vos ouvrages. On en reparlera un petit peu plus tard. Pour démarrer cette vidéo, pouvons-nous déjà commencer par le début, par le commencement, pouvons-nous définir l'emprise? Oui, absolument. C'est en effet le début et le commencement du commencement. L'emprise, c'est l'instauration d'une relation de pouvoir et de domination dans un contexte où elle n'a pas sa place. Il y a assez peu de contexte en fait, où la relation de pouvoir et de domination a sa place, y compris dans le management. On peut être dans un management participatif et respectueux des personnes. Là, c'est vraiment une relation, on pourrait presque dire que c'est une dictature intime. Voilà. Oui. Et pouvons-nous décrire justement les principaux mécanismes de l'emprise que vous décrivez dans votre ouvrage, comment ça se manifeste concrètement dans le quotidien des personnes? Absolument. Alors, déjà, il est important de repérer que l'emprise ne se voit pas tout de suite et qu'elle progresse en 3 phases. La première phase, c'est la phase de séduction, faite de love bombing et d'effet caméléon, c'est-à-dire que le prédateur, c'est-à-dire la personne qui va mettre sous emprise, se présente sous son meilleur jour, trouve que l'autre est formidable et trouve que vraiment il y a une ressemblance phénoménale. T'aimes le chocolat, moi aussi. L'écologie est importante pour toi. Le candidat que je suis en train de recruter, notre service RSE est extrêmement important et me motive, etc., etc. Voilà. La plupart des gens vont succomber à ce charme s'il n'est pas trop outrancier et si on n'a pas un œil ouvert en permanence sur le sujet, parce que c'est délicieux de tomber sur quelqu'un avec qui on a des goûts communs et puis quelqu'un qui vous trouve formidable, c'est quand même assez cool. On a tous besoin, envie de reconnaissance, donc tout va bien. Bon. Donc la relation progresse. Deuxième phase, enfin c'est pas une phase, c'est un moment. C'est le moment où le prédateur, ayant réussi à faire venir la proie au plus près, va s'arranger pour la ferrer, comme on ferre un poisson quand on pêche, rentrer le crochet dans la bouche du poisson. Le ferrage, dans la relation d'emprise, il est actif à partir du moment où la personne ne peut pas se sortir de la relation sans y laisser des plumes. Donc, pour changer un peu du couple, alors évidemment, ça se voit dans le couple, mais par exemple, au travail, c'est la signature d'un CDI, tout simplement. Il paraît que la Gen Z commence à refuser de signer des CDI, et quelquefois, je me dis, en fait, ils n'ont pas tort. Voilà. Donc, la signature d'un contrat de travail, évidemment, mariage, enfant, achat commun d'une maison, d'une voiture, voire même bail commun, bail de location avec clause de solidarité. La clause de solidarité, ça veut dire que s'il y en a un des deux qui part, l'autre doit payer quand même. Enfin, celui qui part doit payer quand même le loyer. Bon, ça fait réfléchir à 2 fois. Oui. Plus les 1001 façons dont on peut imaginer confère une personne. Dans la relation parent-enfant, le ferrage, il est de facto. Donc, on ne peut pas divorcer de ses parents. Et puis, troisième phase, la plus longue, et qui est en fait l'emprise à proprement parler, c'est la phase de destruction, ou plus exactement de destruction-séduction. La séduction revient au premier plan quand la proie commence à songer à partir, parce qu'elle n'est pas complètement idiote, et qu'à un moment donné, ça ne va pas. Donc, elle commence à faire des pas en arrière, et là, hop, elle est referrée par un gros moment de séduction, love bombing, machin, tout est reparti. Et malheureusement, souvent, la proie reste. Voilà. La proie reste et la proie se dit « Ah, mais donc mes efforts, ça marche. Ah, bah donc je vais continuer. » Et hop, on est reparti pour un tour. Ça peut durer des décennies.
Alors, la destruction, elle se fait à travers des manipulations diverses et variées, à travers quelque chose qui est très important, qui est le gaslighting. Ça vient d'un film qui s'appelle Gaslight, qui est un film des années 50. Le gaslighting, c'est le fait de faire en sorte que l'autre, que la proie, doute de sa santé mentale. Très récemment, il y a une héroïne iranienne qui s'est déshabillée sur un campus iranien. Où est-ce qu'elle a terminé? Pas en prison. Non, hôpital psychiatrique. Voilà, elle a terminé à l'hôpital psychiatrique. Hélène Frappa, qui est une philosophe, vient d'écrire un livre qui s'appelle Le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes. Alors, il n'y a pas que les femmes qu'on fait taire avec le gaslighting, mais en tout cas, voilà, c'est un thème très important. La destruction se fait à coup d'humiliation, de dénigrement, de culpabilisation, de retournement, c'est-à-dire que finalement, l'équation du prédateur est assez claire. Tout ce qui va bien, c'est moi, tout ce qui va mal, c'est toi. Comme ça, c'est pratique. Et à force de culpabilisation, de gaslighting, etc., au bout d'un moment, la proie se demande vraiment si finalement, c'est pas de sa faute. Hein. Voilà. Et puis, de mise en confusion émotionnelle à travers le fait de souffler le chaud et le froid, et de mise en confusion cognitive de la pensée à travers tout ce que je viens de penser, ce qui fait que la proie, ce que je viens de raconter, pardon. Ce qui fait que la proie est complètement estourbie et elle reste sous l'emprise. À chaque fois qu'elle se rend compte et qu'elle fait mine de partir, le prédateur la rattrape en lui faisant du charme. Et on est reparti. Voilà. On est parti pour un tour. D'accord, vous le disiez précédemment, on a envie de croire, justement, quand on est dans la phase 1, que voilà, la personne nous correspond en tout point, etc. Mais est-ce qu'on peut dire s'il y a des types de profils de personnes plus vulnérables à l'emprise ou de personnalités qui cherchent à exercer également cette domination? Absolument. Alors, on va commencer par les proies, puis ensuite on va passer aux prédateurs. Oui, il y a des personnes qui sont plus vulnérables à l'emprise, celles qui sont généreuses, intelligentes, riches d'argent, riches de relations, riches de prestige, riches de toutes les façons possibles et généreuses. Il faut se souvenir que le prédateur est un voleur et que donc le voleur, il va aller voler là où il y a quelque chose à voler. Alors, comme on voit le monde non comme il est, mais comme on est soi-même, ces personnes qui sont comme ça, on dit solaires et riches, elles sont aussi un peu naïves. Et donc, couillonne, tu tombes dans le piège. Voilà, hein, c'est du coup, voilà, elle ne voit pas immédiatement ce qui se passe. Alors ensuite, on va dire que c'est un des pauvres bénéfices positifs d'avoir été sous emprise. Ensuite, le prédateur va fixer fermement son emprise en jouant sur les vulnérabilités ou les peurs de la personne qui est sous emprise. Et on en a tous. Peur de l'abandon, peur de la trahison, peur de soi, etc., etc. Évidemment, le prédateur va détecter ça et il va appuyer dessus à fond pour accentuer la prédation. Mais ça n'est pas la faille qui déclenche la prédation, c'est la richesse. Le prédateur est un coucou, une tique. Il va chercher ce qu'il peut voler. Hein. Vraiment se souvenir de ça. Et puis, c'est bien de parler des victimes en termes élogieux, voilà, de dire que non, vous êtes de belles personnes, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça, c'est ça. Et alors, les prédateurs ont ce talent tragique de muer, de transmuter en défaut ce qui est une qualité. Par exemple, une qualité, c'est la capacité à comprendre et à pardonner. C'est merveilleux cette qualité. Avec un prédateur, c'est ce qui fait qu'on reste. Et que les copains qui comprennent rien disent « mais qu'est-ce que tu peux être con ?» Ben non, c'est une qualité, mais qui est transmutée en défaut. Hein, et tout est comme ça. La générosité, c'est une vraie qualité. Mais quand ça sert à faire rentrer le renard dans le poulailler et à se faire dérober tout ce qu'on a, ça devient un défaut, etc., etc., etc. C'est terrible. Bon. Alors, qui met sous emprise? Il y a plusieurs types de personnalités qui met sous emprise, mais là, dans ce livre et dans mon travail, j'en vise un en particulier. Alors, les tenants de l'école de thérapie comportementale et cognitive disent les manipulateurs. Les tenants de l'école psychanalytique disent les pervers narcissiques. Pour ma part, je dis les prédateurs. Les prédateurs sont des gens qui sont malades.
C'est vraiment important cette distinction. Ça les rend toxiques, mais ils ne sont pas toxiques parce qu'ils sont méchants. Ils sont toxiques parce qu'ils sont malades. Voilà. Et leur maladie correspond à ce que des chercheurs français, enfin, il y a des tas de recherches à ce sujet. Et donc, le dernier, la recherche la plus riche, on va dire, concernant cette personnalité prédatrice, met en évidence qu'elle combine 4 pathologies, excusez du peu, hein. Oui. Voilà. La pathologie narcissique, la plupart du temps grandiose, de temps en temps déficitaire, mais on va dire la plupart du temps grandiose. La personnalité psychopathique, pour le dire vite, ce sont les têtes brûlées qui se nourrissent à l'hyperstimulation et qui ne se préoccupent pas de la loi ni des conséquences de leurs actes. Le machiavélisme, alors qui n'est pas vraiment une personnalité, qui est plus un trait, c'est-à-dire la capacité à avoir 12 coups d'avance et à manipuler. Et puis le sadisme, c'est le fait de se réjouir du malheur des autres. À l'heure où nous tournons, nous sommes le 6 novembre 2024. Il vient de se passer des élections dans une immense union de l'autre côté de l'Atlantique. Et je rappelle juste que la première fois que le candidat qui est en face d'être élu a été élu, des psychiatres de la Johns Hopkins University ont dit: nous sortons de notre réserve, le pays est en danger. Cet homme a une pathologie mentale qu'ils appellent malignant narcissism, c'est-à-dire le narcissisme à forme maligne. C'est de cela dont nous parlons. Ouvrez vos yeux, on va avoir un cas clinique sous les yeux pendant 4 ans, au mieux pendant 4 ans. Ouvrez les yeux. Bon. Voilà. Donc, il y a d'autres personnalités qui mettent sous emprise, dont je ne parle pas dans mon livre et dont je ne traite pas, parce qu'en fait, ce n'est pas l'objet de mes recherches principales. Ce sont les personnalités paranoïaques, méfiance, orgueil, psychorigidité, fausseté du jugement. Les personnalités obsessionnelles, c'est comme ça et c'est pas autrement, sinon je fais une crise d'angoisse. Et les personnalités passives-agressives, je veux quelque chose, je m'arrange pour que tu le veuilles à ma place, et une fois que tu le veux, je sabote. Voilà. Ces personnalités-là ont tendance à expulser la personne d'elle-même et à mettre sous emprise, mais c'est une emprise moins sadique que l'emprise perverse. Voilà. Et donc j'en parle moins, et puis j'en parle moins parce que je parle toute la psycho. Voilà. D'accord. Alors, je comptais vous poser cette question-là à la fin, mais on a de temps en temps des questions d'internautes qui regardent les vidéos et qui s'interrogent davantage. Et donc, si ça vous embête pas, je vous pose la question de Ludivine qui est celle-ci. Les pervers narcissiques sont-ils conscients d'agir comme ça? Et pourquoi même après la rupture, il nous manque tant? Alors, il y a 2 questions. Est-ce qu'ils sont conscients d'agir comme ils agissent? Oui. Oui. C'est même ça qui rend les choses incroyables, inconcevables, on ne peut pas les concevoir, c'est que quand ils manipulent, ils savent exactement ce qu'ils font, ce qui est tellement incroyable, enfin c'est tellement incroyable. Bon. En revanche, ce dont ils ne sont pas conscients, c'est les motivations inconscientes, très pathologiques, pour lesquelles ils agissent comme ils agissent, parce que ils ont beau être machiavéliques et manipulateurs, quelquefois intelligents, mais pas toujours. Il reste que ce ne sont pas des surhommes ou des surfemmes, ils ne sont pas conscients de leur inconscient, comme tout le monde. Hein. Derrière, pour le dire vite, derrière, ils font ce qu'ils font pour éviter de devenir fous, en fait. Hein, la perversion narcissique est une lutte permanente contre la schizophrénie. Donc, voilà. Pourquoi il nous manque tant? Parce qu'ils ont des manières de dealers de drogue. Vous expliquez en fait au début, les phases en fait, c'est ça, puis de venir rechercher, reséduire. Exactement. Ils nous donnent notre dose et puis après ils nous la retirent, donc on court après la dose. Et puis il y a un deuxième effet qui est que ils dévalorisent. Je dis nous parce que je me mets du côté des proies. Ils dévalorisent leurs proies et les détruisent tellement et leur font tellement honte que la proie est blessée et que la première personne à pouvoir guérir une blessure de honte, c'est celui qui a été honnisseur lui-même. Et donc, c'est un peu comme s'il détenait la clé de la guérison. Mais malheureusement, il ne l'activera jamais. Donc, il faut aller guérir ailleurs et autrement. Voilà. Hein, mais c'est vrai que
C'est comme s'il détenait un morceau de la proie qui court après. Voilà. Et puis, quand ça se passe bien, c'est tellement ce rêve bleu que on a envie que ça recommence, quoi. Merci beaucoup, Anne-Clotilde, pour ces précisions. Dans votre livre, vous liez emprise et violence. Comment l'emprise émotionnelle ou psychologique se transforme-t-elle en violence physique ou sexuelle? Alors, donc l'emprise, on a dit, c'est une tentative de possession et de déshumanisation. Donc, il y a 2 raisons pour lesquelles ça peut tourner en violence physique et sexuelle. La première, c'est quand la proie se rebiffe, parce que les proies ne sont pas des petites personnes candides et stupides. Hein. Quand la proie se rebiffe, le prédateur augmente la pression. Et au bout d'un moment, quand la pression psychologique ne suffit pas, on passe aux actes. Voilà. Et donc, on remarquera que les féminicides, alors tous les féminicides ne sont pas le fait de pervers narcissiques, mais quand même un certain nombre d'entre eux, tous les féminicides ou la majeure partie des féminicides se passent, écoutez bien, au moment où la proie quitte le prédateur. Il ne supporte pas. D'accord ? En consultation, il m'arrive de dire aux proies, vous avez compris, mais ne montrez pas trop quand même. Parce que on risque de passer à la violence physique qu'il ne va pas supporter. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est la première des raisons pour laquelle ça passe à la violence physique. L'autre est un instrument, l'autre est un objet. Et s'il ne veut pas être un objet, tu vas voir après une baffe si tu ne veux pas être un objet. Voilà. Et puis, les rages narcissiques, d'une manière générale, les rages narcissiques quand ça ne veut pas en face. Pour les plus vieux d'entre nous, souvenons-nous des rages de McEnroe. Je ne sais pas si McEnroe était pervers narcissique, j'en sais rien. En tout cas, strictement rien. En tout cas, ce qu'on voyait sur le cours, c'était des rages narcissiques. Hein. Quand il jetait sa raquette et qu'il fichait en l'air son matériel, c'était des rages narcissiques d'avoir raté un point. Ça, pour le coup, ça en est. Voilà, première raison. Deuxième raison, ce que je vais dire est affreux, c'est parce que c'est tellement plaisant, quoi. Ça permet de défouler ses nerfs. L'autre est un objet. Donc, pourquoi pas un punching ball ou une poupée gonflable Voilà. Et puis, en plus, rappelez-vous, dans la tétrade noire que j'ai citée tout à l'heure, il y a du sadisme. Quel bonheur l'autre en souffre. La déshumanisation totale de l'autre. Mais absolument. On se sent fort, puissant, etc. Vous allez dire que je suis obsédée, mais un peu depuis ce matin. L'homme dont je parlais tout à l'heure, qui est en passe d'être élu, il parlait des femmes en leur disant « grab them by the pussy », ce qui se traduit très littéralement par « attraper-les par la chatte ». Excusez-moi, mais c'est pas à proprement parler un traitement humanisant. Hein, c'est un peu comme ça qu'on traite les poupées gonflables. Voilà. Un cas clinique, vous l'avez dit. Un vrai, mais vraiment, ouvrons l'œil, parce qu'au moins, on aura un cas clinique sous les yeux pendant quelques années si l'élection se confirme, mais j'ai bien peur qu'il faille arrêter de croire au Père Noël. Ouais. On va poursuivre justement sur ce petit éclairage de l'actualité, des affaires médiatiques. Comment vous pensez que notre société aujourd'hui aborde ces questions de prédation et d'emprise ? Y a-t-il encore des angles morts ? Vous allez me dire ce que vous en pensez dans la prise en charge des victimes, justement. Oui. Alors, comment notre société aborde ces affaires de prédation et d'emprise ? Mieux, beaucoup mieux. La preuve, c'est qu'on est là. La preuve, c'est que j'écris des livres qui se vendent. Voilà, la preuve, c'est que pervers narcissique, c'est trop la mode et ça vend. Non, c'est un peu la mode, certes, mais c'est surtout qu'on est en train collectivement de prendre conscience d'un truc. Parce que le travail d'un directeur de recherche en sociologie du CNRS qui s'appelle Marc Joly, qui vient de faire sa thèse là-dessus, Marc Joly montre que entre l'emprise et le patriarcat, il y a des collusions très très fortes. Or, hashtag MeToo, etc., on est en train d'en sortir. C'est pour ça qu'on le voit. Enfin, on n'est pas d'accord tout avec Marc, mais c'est pour ça qu'on le voit, en tout cas, moi je dis. C'est au moins pour ça qu'on le voit. Voilà. Donc, ça va mieux. C'est pas encore complètement ça, mais ça va mieux. Je suis frappée du temps très long qu'il a fallu pour savoir que, hélas, l'abbé Pierre n'était pas celui qu'on imaginait qu'il était. Ça m'a brisé le cœur. Mais il a fallu un temps très court entre le moment où on l'a dit dans les médias et le moment où les institutions ont réagi en disant on va renommer. C'était très rapide, Très, très rapide. Et là, je me suis dit, OK, quelque chose a bougé. On peut tenir compte de ça sans dire, ouais, non, mais enfin, c'est ces bonnes femmes, toutes des hystériques.
Non, 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 on a pris ça en compte très sérieusement. Ça bouge. Est-ce qu'il y a encore des angles morts dans la prise en charge des victimes? Oui. Oui. Plusieurs angles morts. D'abord, il faudrait former beaucoup plus de monde à ça. Certains de mes collègues qui ne voient pas. Alors, quelquefois, j'ai la sinistre impression que pour voir, il faut l'avoir vécu. Oui, je parle de moi, mais je n'en dirai pas plus. Il faudrait pouvoir former beaucoup plus toutes les forces de police et de justice qui ont à intervenir à ce sujet la plupart du temps. Ça vient, mais ce n'est pas encore suffisant. Et puis, à la décharge du personnel de police et de justice, pour avoir eu des couples en thérapie, discerner ce qui se passe et lequel des deux est prédateur, c'est pas simple et ça demande du temps. Ce que précisément n'ont ni les juges, ni les policiers, ni les gendarmes, qui sont, comme on le sait, en sous-effectif et tout le temps en train de courir après le temps. Donc là, il y a des angles morts. Voilà, j'ai pas de solution dans la poche et je ne compte pas me faire élire comme ministre de la Justice. Donc, enfin, d'ailleurs, me faire nommer, je veux dire, comme ministre de la Justice. Donc, en tous les cas, ça progresse. Mais ça progresse. Oui, vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça progresse et que c'est plutôt réjouissant. Arletty qui chantait il me bat, il me fout des coups, mais c'est mon homme et je l'aime, elle ne pourrait plus le chanter aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a bougé quand même. Il y a quelque chose qui bouge. Continuons. Voilà, continuons à bouger. Voilà. Très bien. Pour justement continuer sur cette progression, j'aimerais qu'on parle maintenant de l'emprise, comment la détecter. Quels sont les signes avant-coureurs justement de l'emprise qu'il faut apprendre à détecter, alors que ce soit tant pour les victimes potentielles que pour leurs proches qui pourraient ensuite leur venir en aide. Alors c'est d'abord première chose et c'est pas très optimiste et je demande pardon à tout le monde, mais c'est compliqué à détecter si c'est fait avec délicatesse. Hein. Moi-même, je peux tomber dans le piège. Je le vois relativement vite, mais pas forcément beaucoup plus vite que n'importe qui. Enfin, bon. Quand on rentre en communication avec quelqu'un, que ce soit un futur amoureux, une future amoureuse, un futur patron, un futur ami, un futur tout ce que vous voudrez, il y a quand même quelques trucs qui doivent fort attirer l'oreille. Déjà, tous les signes égotiques. On repense toujours à notre cas clinique qui a dit dans un discours devant l'ONU, j'ai fait en un demi-mandat plus que tous les présidents de la République, plus que tous les présidents des États-Unis réunis. Et il se venait que l'Assemblée se mette à rire. Oh, je ne m'attendais pas à cette réaction. Et enfin, voilà. Et là, ça y est, c'est l'élection la plus formidable de tous les temps. J'ai déjà lu quelque part dans un. Voilà, on est reparti. Voilà. Les signes égotiques. Je parle de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse, moi, ma vie, mon œuvre, et aller faire les courses devient la quête du Graal, quoi. Okay. Là, méfiance, mais voilà. On a fait d'ailleurs une vidéo ensemble sur les red flags, hein, donc je renvoie les spectateurs. Voilà, attention à l'effet moi aussi, parce que tu aimes le tofu aux algues et le cinéma réaliste roumain. Bon, moi aussi, d'accord, c'est rare. Par contre, t'aimes être heureuse, c'est dingue, moi aussi. Bon, il faut quand même avoir une petite oreille, voilà. Et puis, si vraiment il aime le cinéma réaliste roumain, il va falloir qu'il cite 2-3 films pendant qu'on y est. Hein, c'est-à-dire aller chercher. Ah oui, t'as aimé quoi particulièrement? Aller chercher quand même un petit peu, parce que bon, voilà. Et puis, alors ça, c'est tellement triste à dire. Quand on se sent porté au nu et que c'est un peu too much, il faut vraiment ouvrir l'œil. Alors, de temps en temps, c'est parce que soit on a un problème et qu'on a du mal à prendre des compliments, ça arrive très souvent, mais ça peut être aussi qu'en fait, c'est du love bombing et il y a quelque chose de nous qui le sent. Voilà. L'idée générale pourrait être, quand il y a quelque chose qui intuitivement, en fait, voilà, la première chose, c'est écouter votre intuition. Vraiment, parce qu'en général, on ne l'écoute pas. Quand il y a quelque chose qui intuitivement vous fait dire
retournez voir la vidéo sur les red flags, retournez lire mon dernier livre où je les ai listés, parlez-en à une copine, parlez-en à une thérapeute. Voilà. L'autre jour, je parlais avec une de mes patientes qui m'a dit cette chose géniale, donc je transmets. Une bonne façon de s'assurer, notamment en amour, que l'amoureux est pas mal, c'est très rapidement d'aller dîner avec les copines en demandant aux copines ouvre l'œil et regarde. Ah oui. Alors, ça peut être, des fois, on peut ne pas avoir envie d'écouter les copines, et puis il vaut mieux ne pas inviter des copines qui seront jalouses et qui vont vous dire des trucs pas gentils. Mais voilà, écoutez l'entourage, écoutez votre intuition. Et s'il y a des choses qui coincent, l'idée, c'est pas de tout jeter d'un seul coup, mais de vraiment prêter attention, prêter vigilance. Voilà. Oui. Et c'est très triste parce que la méfiance dans les rapports humains, ça empêche la proximité. Et... Voilà. Donc, si votre intuition vous fait ting, 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 allez voir. Voilà. Ouais, c'est ça. Comme on dit, un red flag une fois, bon, voilà. Mais si en plus c'est des choses récurrentes, il y en a plusieurs, là, voilà, là, c'est mort. Et puis, voilà, il faut un tout petit peu débrancher la capacité à comprendre et à pardonner. Oh, mais non, 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 pas oh, mais. Regarde. Très bien. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui se rend compte qu'elle est sous emprise et par où commencer pour s'en sortir? Alors, évidemment, c'est une réponse, une question à laquelle on ne peut pas répondre et en même temps, si, quand même un peu. Et ça dépend aussi du stade de la relation, etc. Mais... Ouais, ça dépend du stade de la relation, ça dépend à quel point elle est ferrée. Voilà, j'ai malheureusement des femmes qui sont venues me voir. Je me souviens d'une d'entre elles qui avait 75 ans, qui avait fait des dépressions chroniques, qui était mariée depuis 50 ans. Bon, alors j'ai pu lui donner un coup de main, mais se sortir de là, à ce moment-là, ça devient compliqué, quoi. Voilà. La première chose, donc j'ai dit tout à l'heure, la confusion, l'emprise, mais sous confusion émotionnelle et cognitive. Donc la première chose, c'est recommencer à penser. Donc, regardez, lisez, écoutez tout YouTube sur la perversion narcissique. Alors, il y a à boire et à manger, il faut un peu trier, mais tout YouTube sur la perversion narcissique. Lisez des livres, voilà, pour vraiment intégrer la nouvelle de ce qui se passe, parce que c'est tellement incroyable qu'on fait des allers-retours entre mais j'ai vu, ah ben non, oui, mais non, oui, mais non. Donc, voilà, pensez, pensez, pensez. Autant que c'est possible, aller chercher du soutien social, c'est-à-dire soit les amis, la famille, encore que les amis, la famille risquent de faire trop pression pour qu'on parte trop vite, et ça c'est dommageable, mais les associations, mais les psys si vous en avez les sous, mais malheureusement les proies en plus en général sont à genoux financièrement, donc les sous d'un psy ils n'en ont pas forcément, d'un psy qui s'y connaît, qui donc pratique un tarif de psy qui s'y connaît. Voilà, se remettre à penser, prendre du soutien social et puis fourbir les armes pour partir en sachant qu'un moment très dangereux, c'est quand on commence à partir que le prédateur le sait et qu'il recommence à vous faire du charme. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, c'est en plus d'être un long chemin, il peut y avoir des rechutes justement. Oui, il y en a très régulièrement et j'invite les femmes et les hommes qui nous écoutent et qui ont rechuté à ne pas se taper sur la tête. C'est un peu normal. Le moment héroïque, une fois qu'on a décidé de partir, alors d'abord c'est de décider de partir, parce qu'en général on est au bout de soi-même, donc on va à la guerre avec moins d'outils et moins d'énergie que normal. Donc premier moment héroïque, prendre la décision de partir. Deuxième moment héroïque, résister au charme que l'autre va déployer. Et on est tellement fatigué. Tellement fatigué. Ça va mieux. Je pose les armes. Je vais me reposer. Voilà. Le problème, c'est que si on fait mine de partir et qu'on revient après le charme, le prédateur, du coup, sait que je peux lui faire ce que je veux. Si je lui fais un peu de charme, elle revient. Ou elle ou il revient. Donc, voilà, on réamorce un cycle qui risque d'être plus difficile. Après, on est tous dans nos vies confrontés au mystère de la mouche. Vous savez, le mystère de la mouche, c'est
la fenêtre est à moitié ouverte et la mouche va se cogner à la fenêtre qui est fermée, au morceau de fenêtre qui est fermé. Donc, à un moment donné, on attrape la mouche, la pauvre bête, et puis on la met dehors. Et 3 minutes plus tard, on entend à nouveau se cogner. Bon, et ben de temps en temps, les proies qui essaient de sortir d'emprise, elles me font penser à ça. Et je pense qu'il faut ce temps. Parce que, dire, est-ce qu'il y a quelque chose pour un petit conseil pour surmonter ça? Mais non, c'est le temps qu'il faut. C'est le temps et c'est du respect pour soi. On ne part que quand c'est mûr. Donc, quand c'est pas mûr, c'est pas la peine de tirer sur la prune, on va abîmer l'arbre. On ne part que quand c'est mûr. Donc, se foutre la paix, se faire confiance. Les premiers mouvements vers le départ amorcent, enfin, la prise de conscience est là. Donc, après, il suffit juste de laisser mourir, de laisser mourir la relation, de laisser mûrir le fruit et se souvenir que le temps du vivant, une carotte pousse en plus de temps qu'on ne télécharge une page Google, quoi. Donc, il faut le temps, il faut ce temps du vivant. On part quand on est sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tant qu'on n'en est pas sûr, on ne part pas, ou pire que tout, on part et on revient. Oui. Donc, respect pour soi, respect pour son rythme, et faites taire vos entourages qui font pression parce qu'ils ont peur et qui vous aiment. C'est un processus, quoi. C'est un processus, absolument. Et puis, à un moment donné, c'est mûr. Donc là, ça va tout seul. Oui. Merci. Du coup, voilà, donc il n'y a pas de délai, c'est en fonction de chacun. Voilà, se faire confiance, vous l'avez dit, reprendre confiance en soi et justement. Se faire confiance. Ça se décrochera au moment où c'est mûr, pas avant. Dans mon jardin, j'ai un arbre avec des quetchs et quand les quetchs commencent à être bleus, je sais que je vais bientôt pouvoir les cueillir et donc je vais les tâter régulièrement. Et puis, de temps en temps, comme je suis un peu pressée, je tire dessus, mais elle ne vient pas. Et puis, à un moment donné, elle est mûre à point et je n'ai même pas besoin de tirer, pouf, elle me tombe dans la main. Et ben, le départ avec le pervers narcissique, c'est pareil. À un moment donné, pouf, il va vous tomber dans la vie et ça va se faire tout seul ou le plus tout seul possible, on va dire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, en dépit des progrès réalisés pour parler de l'emprise, on en parlait juste avant, l'emprise et des violences, comment peut-on collectivement renforcer cette prise de conscience? Mais on est en train de le faire, Émilie. Oui. En faisant le travail que vous faites, en faisant le travail que je fais, en parlant le plus intelligemment possible, en arrêtant de dire des bêtises, j'ai failli être grossière, en étant dans la nuance, en étant dans l'exactitude, en étant dans le respect des proies, voilà, en parlant encore. Donc cette mode qui par moments, je dois bien le dire, m'exaspère et me casse les pieds, surtout que du coup, du pervers narcissique vous en met à toutes les sauces, y compris pas les bonnes sauces, voilà. Mais cette mode a quand même quelque chose de bon, c'est que ça permet de faire progresser la conscience des choses. Et Marc Joly, toujours le même, dit le mot pervers narcissique est devenu une catégorie de combat. Et voilà, j'avais commencé à dire j'en ai marre de ce mot, puis je l'ai lu et je me suis dit ah ben non, je vais le reprendre finalement. Vu comme ça, je vais le reprendre. Voilà. Donc on est en train. La conscience avance. Hashtag MeToo fait avancer les choses. Hashtag MeToo inceste fait avancer les choses. Hashtag MeToo garçon. Enfin tous les hashtags pour dénoncer voilà tout le travail des gens qui travaillent sur le consentement, etc. Ça y est, ça progresse. Ouais. Voilà, il n'y a pas que des ténèbres dans notre monde. Il y a ça avance. De pointer du doigt les choses anormales, en tous les cas, qui sont pourtant inscrites au fil des ans. Et j'ai l'impression que c'était là, que c'était normal, mais non. Et regardez bien, c'est très intéressant le mot que vous venez d'utiliser. Pointer du doigt les choses anormales. Avant, elles étaient normales. Donc la norme est en train de changer. Et ça, c'est réjouissant. Donc, il ne faut pas lâcher, on ne lâche rien. Voilà. On ne lâche rien. Et justement, est-ce que vous avez un dernier mot pour les victimes d'emprise qui vont vous lire ou qui écoutent cette interview? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? 2 choses très simples. Vous n'êtes pas folle. Et prenez le temps dont vous avez besoin. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Clotilde. Avec grand plaisir. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle de l'essentiel qui nous a mené à cette entrevue. C'est votre ouvrage. Vous l'avez sous la main, sinon je l'ai également. Je l'ai sous la main. Je l'ai sous la main avec des petits machins pour… voilà. Et, on le voit, voilà. Là, on le voit bien. Oh voilà. Donc, je le mets puisque… Voilà.
qu'est-ce que l'emprise? Donc, voilà, c'est un petit peu, nous, on a essayé d'en parler, de résumer un petit peu. Mais voilà, est-ce que vous voulez en parler un petit peu? D'où vous est venue l'idée de vous dire, allez, là, je vais écrire cet ouvrage-là? Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment mettre en avant? Alors, moi, rien. C'est mon éditrice, la Mayonnaise Corme, qui m'a appelé un jour en me disant, tu vas nous écrire un livre sur l'emprise? J'ai dit non. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Elle m'a dit si. Il y a Godrèche, il y a machin. J'ai dit ok, d'accord. Voilà. Et bien, on la remercie en tous les cas. Absolument. Donc, ça vient de la Mayonnaise Corme. Au-delà de ça, du coup, voilà, c'est quand même mon 4e ouvrage sur le sujet. Donc, au départ, j'étais un peu découragée en me disant, mais j'ai déjà tout dit. Et en fait, ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage, c'est faire un petit truc, parce qu'il fait 200 pages, les autres font 400. C'est de faire un petit ouvrage net, précis, sans bavure, paf, 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 pour répondre aux questions. Et puis, du coup, j'ai plus avant exploré la violence physique et la violence sexuelle que je ne l'avais exploré dans mes précédents ouvrages pour répondre précisément à l'actualité autour de de Mademoiselle, on dit de Mademoiselle Godrèche et des affaires de Pardieu et puis celles dont on ne peut pas parler parce qu'elles ne sont pas encore passées en justice. Oui, voilà. C'est un défi brillamment relevé. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Il y en avait eu plusieurs autres avant et celui-ci, c'est pour ça. Mais vous l'avez vraiment… C'est un condensé en fait, c'est du sirop. Oui, exactement. Et il se boit tout seul. Non, ça se lit très facilement. Et puis voilà, on y retrouve effectivement d'autres aspects sur les violences physiques et sexuelles. Oui. Donc, merci beaucoup pour cet ouvrage. On rappelle également donc, aux personnes qui souffrent dans leur relation qu'il ne faut pas hésiter surtout à consulter, à se rapprocher d'un thérapeute. Vous, par exemple, Anne-Clotilde Ziegler, vous proposez des consultations. On peut vous consulter à distance même, hein, c'est ça? Alors absolument, je téléconsulte. Aujourd'hui, je téléconsulte beaucoup. C'est quasiment 80% de ma pratique. Je consulte aussi en présentiel en région parisienne. Voilà, si on veut me joindre, on peut me joindre sur mon adresse mail qui est ACZ, mes initiales, .psy, PSY, mon métier, @gmail.com, comme tout le monde. Voilà, en sachant que j'ai pas forcément de la place dans l'urgence tout de suite. Et en sachant aussi que j'ai la joie d'avoir formé et de superviser quelques thérapeutes formidables qui peuvent aussi répondre aux urgences quand il y en a. Voilà. C'est bon de savoir, voilà, parce qu'on le disait, enfin vous l'évoquiez pendant cette entrevue, mais c'est bien, voilà, quand on souhaite consulter, d'aller voir un thérapeute qui connaît le sujet, Oui. notamment parce que parfois aussi la victime a un discours un peu confus, et même ça doit être très difficile au début d'essayer de faire ressortir un petit peu. Ah oui, au début, j'ai souvent l'impression d'être devant un puzzle dont on vient de retourner la boîte, vous savez. Là, vous savez que voilà, vous avez un cas. C'est un signe, je me dis, ah, ok, confusion. Voilà. Et puis en fait, comment on fait le diagnostic? On fait d'abord le diagnostic à l'état de la proie. Et voilà. Et puis après, quand elle raconte l'histoire qui va avec, on se dit, ok, ça y est, je sais ce que j'ai en face. Voilà. D'où la nécessité de consulter un thérapeute spécialiste de la question. Un grand merci Anne-Clotilde Ziegler. Donc pour Avec grand plaisir. Oui, un éclairage éclairant, engagé, et on espère surtout que cet entretien a pu apporter des clés précieuses à tous ceux qui en ont besoin et que servira à sensibiliser le plus grand nombre sur cette question. Je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain sujet, un nouvel ouvrage. Quand vous voulez. C'est un grand plaisir de vous recevoir et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous poser vos questions. À très bientôt. À très bientôt, Émilie. Au revoir.